Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du 27 janvier 2023. Dans les détails des informations de ce jour, plus de 800 personnes dans le Fouktane Ouest, Mananzar, dans le 4e arrondissement, ont été déplacées en raison de la montée des eaux. Le ministre de la Santé publique avec des agents de santé sont venus aujourd'hui au chevet de ces sinistrés pour les consulter et leur donner des médicaments gratuits. Les contrôles sanitaires se poursuivront chaque jour, a annoncé le ministre de la Santé publique. Reportage avec Rad Ramanazatouf. Des dizaines de ménages dans le Fouktane Ouest Mananzar, dans le 4e arrondissement, ont été déplacés en raison de la montée des eaux. 800 personnes, dont des enfants, des femmes et des personnes âgées, ont dû être déplacées. Ce matin, le ministre de la Santé publique et son équipe sont venus sur les lieux pour consulter ces sinistrés et leur distribuer des médicaments et des vitamines pour prévenir d'éventuelles maladies. Du fait de la promiscuité, ils ont souligné que contrôler leur état de santé les aidera grandement. Par ailleurs, les agents de la santé procéderont pareillement dans tous les districts touchés par les intempéries et non seulement à Antananarivo, a précisé le ministre de la Santé publique. Et pour le district d'Avaradjan, une stratégie a été déjà mise en place à l'avance en vue de faire face au passage des cyclones. Dans la commune d'Akad-Kelilav, par exemple, il y a déjà eu une sensibilisation des habitants des bas quartiers, notamment ceux qui vivent au milieu ou en bordure des rizières, des risques de la montée des eaux. De plus, les lieux d'accueil des sinistrés ont été également déjà prévus. Les détails avec Felana Rakoudarsoul et Hassan Rafal-Danar. 3 Foukountanes sont les plus touchés par la montée des eaux chaque année dans la commune d'Akad-Kelilav, à savoir Antananjan, Belanch et Akad-Keli. Cette commune qui s'est déjà préparée à faire face à ce genre de situation et à l'accueil des sinistrés lors de passages de cyclones ou d'intempéries. Cependant, le conseil municipal appelle les habitants, notamment ceux qui habitent dans des zones basses, à être vigilants et à toujours suivre les consignes qui leur sont données pour prévenir les risques en cas de montée des eaux. Toutes les communes du district d'Antananarivo-Avaradjan travaillent en étroite collaboration avec le district dans la gestion des risques et des catastrophes, a déclaré Ramianj Soumaïef, chef du district d'Antananarivo-Avaradjan. Et bien que cette municipalité n'est pas une zone à risque en matière d'inondation, elle se prépare toujours à y faire face, notamment dans les 5 communes souvent touchées par les inondations, que sont les communes d'Amboimangakeli, Angadkeli, Saputsnamean, Amboimangarouf et Alassour. Par ailleurs, il existe au moins 3 lieux dans chaque commune dédiés à l'accueil des sinistrés dans le district d'Antananarivo-Avaradjan, selon toujours les explications. Et l'utilisation des services numériques au sein de la société publique Jirama va être suspendue du 3 au 5 février prochain. Le Jirama va procéder à l'installation du serveur qui fait partie du projet e-gouvernance du gouvernement. L'objectif est d'améliorer les relations avec les clients selon les explications du responsable de cette société aujourd'hui. Les détails avec Indiana Martina et Say Silva. La Jirama entame l'utilisation des nouvelles technologies pour ses services numériques. L'une des tâches majeures à réaliser est l'installation des nouveaux serveurs privés selon le responsable pour améliorer les relations avec les clients et faciliter le processus du travail. En conséquence, l'utilisation de tous les services numériques au sein de cette société sera suspendue selon les explications. Les centres de paiement dans toute l'île seront fermés du vendredi 3 au dimanche 5 février 2023. L'utilisation du courrier électronique ou mail sera également suspendue. Il n'y aura pas de paiement mobile, ni de paiement et de traitement d'agence en ligne. Il n'y aura pas non plus d'achat de crédit pour les compteurs prépayés, ni de réception d'autorelevés, a affirmé Fenra Gianarson, directeur du service relations clientèle auprès de la Jirama. Le but de cette rénovation est aussi de faciliter la mise en œuvre du travail interne et surtout la gestion de cette entreprise publique, ont confirmé les responsables. Dans un tout autre sujet, le monde de l'entrepreneuriat à Madagascar ne s'est pas encore totalement remis des nombreuses crises que le pays a traversées, a déclaré aujourd'hui la présidente du groupement des femmes entrepreneurs malagasy, ou GFEM. Bon nombre de sociétés fondées par des femmes entrepreneurs ont dû fermer, mais il y a aussi celles qui se redressent progressivement. Et cette organisation met actuellement en place une stratégie spéciale pour relancer le monde de l'entrepreneuriat à Madagascar à travers l'organisation du Salon des femmes entrepreneurs à Antananarivo. Reportage. La crise sanitaire due à la Covid-19 et la crise mondiale occasionnée par la guerre entre la Russie et l'Ukraine ont eu d'énormes conséquences dans le monde de l'entrepreneuriat à Madagascar, a déclaré aujourd'hui la présidente du groupement des femmes entrepreneurs malagasy, ou GFEM, Fanzara Sakabun.
De nombreuses femmes entrepreneurs malagasy sont toujours en difficulté, a-t-elle affirmé. Ainsi, de nouvelles stratégies doivent être mises en place pour redresser le secteur selon toujours les explications. Raison pour laquelle sera organisé le Salon des femmes entrepreneurs. L'objectif de ce salon est de favoriser la relation entre toutes les femmes entrepreneurs et ces dernières apporteront également leurs produits, qu'il s'agisse de petites ou moyennes entreprises. Ce salon se tiendra les 17, 18 et 19 mars prochains à Antananarivo. L'objectif est que 90% des femmes entrepreneurs malagasy participent à l'exposition selon les informations. Les parlementaires turcs sont arrivés à Madagascar pour visiter le pays et constater l'avancement des projets au sein desquels collabore la Turquie avec le gouvernement malagasy. Les deux pays ont travaillé ensemble dans de nombreux domaines tels que la production d'énergie et le développement industriel. Et cela s'est élargi également dans le domaine de l'éducation. D'ailleurs, ces parlementaires turcs font également effectuer un suivi d'un grand projet financé par le peuple turc qui est la construction d'une école au sein de la Fondation Marif. Anela Martina, Inza Hadjiansu. Le gouvernement turc a renforcé sa coopération avec notre pays depuis la mise en place de l'ambassade de Turquie à Madagascar en 2010. Rien qu'en termes d'échanges commerciaux, cela a atteint jusqu'à 84 milliards de dollars en 2021. Il joue également un rôle important dans le soutien de Madagascar pour la production d'énergie, notamment 35% de la production du réseau interconnecté d'Antananarivo, qui est actuellement réalisé par une société turque. Cette collaboration a ensuite été étendue dans le domaine de l'enseignement. En 2019, ils ont reçu l'autorisation du gouvernement malagasy de construire une école au sein de la Fondation Marif, qui est financée par le gouvernement turc. Cette école suit le système éducatif malagasy et soutient également les élèves malagasy avec la possibilité de recevoir des bourses pour partir en Turquie, selon les explications de Rakut Nijina Enku, directeur national de Marif à Madagascar. Outre Madagascar, la Turquie partage avec plus de 50 pays dans le monde son expérience dans ce domaine d'éducation. Hier, les parlementaires turcs ont visité et suivi l'avancement de ce projet d'éducation financé par le peuple turc au sein de la Fondation Marif. Continuons maintenant dans les actualités internationales. L'armée israélienne a procédé vendredi 27 janvier à des frappes sur la bande de Gaza en réponse à des tirs des roquettes en provenance du micro-territoire palestinien après le raid israélien le plus meurtrier depuis des années en Cisjordanie occupée. France 24. Les explosions retentissent à Gaza. Des frappes israéliennes en réponse à des roquettes tirées quelques heures plus tôt depuis l'enclave palestinienne. Dans le ciel de la ville d'Ashkelon, le système de défense israélien a intercepté tous les missiles. Une nuit agitée, épilogue d'une journée sanglante en Cisjordanie. Ce jeudi, l'armée israélienne a mené un raid dans le camp de réfugiés de Jénine, au nord du territoire occupé, l'un des plus sanglants depuis près de 20 ans. L'autorité palestinienne dénonce un massacre. Le gouvernement de Benyamin Netanyahou affirme, lui, avoir visé une cellule terroriste du djihad islamique. Je veux féliciter les forces antiterroristes, l'armée israélienne, le Shin Bet qui ont accompli une opération réussie. Un début d'année au bilan lourd, alors que 2022 a été la plus meurtrière depuis la seconde intifada, avec près de 200 Palestiniens tués contre 30 Israéliens. Conséquence, l'autorité palestinienne qui dirige la Cisjordanie et fournit régulièrement des renseignements à l'État hébreu, a décidé de marquer le coup. À la lumière des agressions répétées contre notre peuple et des violations d'accords signés, notamment sécuritaires, nous considérons que la coordination sécuritaire avec le gouvernement israélien d'occupation cesse à partir de maintenant. Cette annonce de mettre fin à la coopération sécuritaire est loin d'être inédite. L'autorité palestinienne l'a déjà promis à plusieurs reprises sans réellement l'appliquer. Mais les États-Unis déplorent cette décision. Le chef de la diplomatie, Anthony Blinken, doit se rendre en début de semaine en Israël, mais aussi en Cisjordanie occupée. Objectif, insister auprès des deux parties sur la nécessité urgente de prendre des mesures de désescalade. En Haïti, la situation est toujours chaotique après la mort de 6 policiers tués par des gangs. Des manifestations se sont tenues dans la capitale Port-au-Prince. La population a érigé des barricades dans les rues et plusieurs routes ont été également coupées. France 24. À l'aéroport international de Port-au-Prince, ces manifestants viennent crier leur ras-le-bol.
Ils parviennent à envahir le bâtiment où se trouve Ariel Henry, de retour d'un sommet en Argentine. Un peu plus tôt, ils avaient tenté d'attaquer ses bureaux. La foule accuse le Premier ministre d'inaction face à la violence des gangs dans le pays. Nous sommes dans la rue pour nous battre, pour nos frères et nos sœurs tués par les bandits. Et nous devons manifester tous les jours pour obtenir ce que nous voulons. Finalement exfiltré, le dirigeant parvient à regagner son domicile, suivi par une foule où se mélangent civils et policiers. À l'origine de ces manifestations, la mort de 6 membres des forces de l'ordre tués mercredi par des groupes criminels. Un drame loin d'être isolé dans un pays où les gangs contrôlent des quartiers entiers de la capitale. Nous avons besoin de 2 hélicoptères de guerre pour contrecarrer les offensives des bandits. On a besoin de les attaquer de partout parce qu'ils sont nombreux. Au total, 14 policiers ont perdu la vie depuis le début de l'année, une crise sécuritaire dénoncée depuis plusieurs années par les Nations Unies. Aujourd'hui, ce que les Haïtiens désirent le plus, c'est la sécurité. La sécurité de mener leur vie sans avoir peur d'être blessés ou enlevés quand ils quittent leur maison le matin. Pour faire face aux gangs, le Premier ministre réclame une intervention militaire, pour l'instant refusée par le Conseil de sécurité de l'ONU. Et pour terminer cette édition, la mort de Tyre Nichols, un Afro-Américain de 29 ans après son arrestation brutale par la police. Dans la vidéo doit être rendue publique, ravive les craintes de tensions raciales aux États-Unis, où le président Joe Biden a lancé un appel au calme et réclamé une enquête approfondie. Reportage sur les images de France 24. Tyre Nichols, blessé sur son lit d'hôpital. Cet Afro-Américain de 29 ans est décédé 3 jours après avoir été roué de coups par des policiers de Memphis le 7 janvier. Ils voulaient l'arrêter pour une infraction routière. Une scène d'une rare violence, selon les enquêteurs qui ont pu voir une vidéo des faits. Je suis écœuré par ce que j'ai vu. En un mot, c'est absolument épouvantable. Soyons clairs, ce qui s'est passé ici ne reflète pas du tout le maintien de l'ordre. C'était mal et c'était criminel. Jeudi, le procureur du comté a annoncé avoir inculpé ses 5 agents, tous afro-américains, pour meurtre, coups et blessures ou encore enlèvement. 2 des 5 officiers vont plaider non coupables selon leur avocat. C'est inconcevable. Personne ce soir-là ne voulait que Tyre Nichols meure. Pour l'heure, le déroulé des faits n'a pas été détaillé. La vidéo de l'arrestation, qui a été montrée à la famille de Tyre Nichols, doit être rendue publique vendredi en fin d'après-midi. Mesdames et messieurs, voilà que prend fin cette édition. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Excellente soirée en notre compagnie. Au revoir.